Le totémisme, rien que le mot, et on a tout de suite des images en tête, pas vrai? Des clans ours, des tribus aigles, ce lien un peu mystique avec le monde sauvage. Mais et si toute cette vision un peu romantique était en fait un énorme malentendu? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, on va droit au but. Est-ce que des gens, quelque part, croient vraiment, au sens littéral, qu'ils descendent d'un ours ou d'un aigle? C'est le nœud du problème. Et c'est justement ça que l'immense anthropologue Claude Lévi-Strauss a appelé l'illusion totémique. Voici notre programme. On va commencer par explorer cette fameuse illusion. Ensuite, on examinera les théories qui ont tenté d'expliquer le phénomène. On verra pourquoi elles ne marchent pas. Et enfin, on découvrira la logique beaucoup plus fine qui se cache derrière tout ça. Alors, on y va. L'illusion totémique, c'est quoi? Eh bien, c'est cette idée, très tenace, que le totémisme serait une sorte de religion primitive, un culte direct rendu à un ancêtre animal. C'est cette piste qui, selon Lévi-Strauss, a complètement égaré les chercheurs pendant des décennies. Il faut dire que pendant très longtemps, on a regardé ces sociétés avec un certain exotisme. On s'imaginait une sorte de mentalité primitive, une fusion avec la nature que nous, les modernes, aurions perdue. La conclusion semblait simple, le clan de l'ours croit dur comme fer descendre d'un ours originel. Sauf que, quand on regarde les faits de plus près, cette belle histoire s'effondre assez vite. Bon, d'accord. Si ce n'est pas une croyance en un ancêtre animal, qu'est-ce que c'est alors? La première grande théorie pour tenter de répondre à ça était très pragmatique. On a cherché l'explication utilitaire. Cette théorie, qu'on doit à des anthropologues comme Malinowski, elle a l'air de tenir la route. C'est du bon sens. Une société dépend d'une ressource pour vivre, donc elle la valorise, elle la sacralise. Le kangourou est un totem parce qu'il est essentiel à la survie du groupe. Logique, simple, mais malheureusement complètement à côté de la plaque. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les listes de totems collectés sur le terrain, en Australie par exemple, on trouve des choses, disons, surprenantes. Des groupes dont le totem est le vomissement, un cadavre, ou encore les mouches et les moustiques. Alors là, l'explication bon à manger, elle vole en éclats, on est d'accord, il se passe clairement autre chose. D'accord, l'hypothèse utilitaire, on oublie. Tentons autre chose. Et si ce n'était pas une question d'utilité, mais plutôt de prestige, de qualité symbolique? C'est notre deuxième grande théorie. Ah, ça nous parle plus, non? C'est intuitif. On le fait tout le temps, le lion pour le courage, le renard pour la ruse. L'idée, c'est que ces sociétés choisiraient des animaux aux qualités exceptionnelles, la force, la vitesse, la férocité, pour s'identifier à eux. Le clan veut paraître fort, alors hop, il prend l'ours comme emblème. Mais là encore, la réalité du terrain est têtue. Prenez le peuple Nuer en Afrique, étudié par Evans Pritchard. Leurs totems sont d'une banalité déconcertante. Une gourde, du papyrus, un bout de corde, une poutre de case. Franchement, quelles sont les qualités impressionnantes d'une poutre? Cette théorie, elle aussi, ne parvient pas à expliquer la richesse et l'étrangeté des faits. Donc voilà où on en est. Les deux théories qui semblaient les plus logiques viennent de s'écrouler. On est dans une impasse. Et c'est là qu'intervient Lévi-Strauss, avec une approche qui va absolument tout retourner. En fait, il nous dit qu'on se pose la mauvaise question depuis le début. Voilà l'idée centrale, le point crucial. Il faut arrêter de se focaliser sur l'ours ou sur l'aigle pris isolément. Ce qui compte, ce n'est pas l'animal, c'est la relation entre l'ours et l'aigle. Le totémisme n'est pas une affaire de qualité intrinsèque, c'est une affaire de différence, d'écart. On utilise les différences visibles dans la nature pour penser les différences au sein de la société. Ce tableau illustre parfaitement ce changement de perspective. L'ancienne vision, c'était une flèche directe. Le clan A est l'ours, point. La nouvelle vision, celle de Lévi-Strauss, est une analogie, une proportion. Ça dit, la relation entre le clan A et le clan B est du même type que la relation entre l'aigle et le corbeau. Par exemple, l'un chasse, l'autre est charognard. Leurs différences, observables dans la nature, servent de modèle pour définir et comprendre la différence entre les deux clans humains. C'est une idée tellement puissante que même Radcliffe Brown, qui venait d'une autre tradition, a fini par s'en rapprocher. Cette phrase de lui le résume à la perfection. Le monde naturel, c'est comme une immense palette de différences déjà là, disponibles. Le monde social va piocher dans cette palette pour se structurer, pour définir ses propres relations. Qui est allié à qui est opposé à qui. Alors, maintenant qu'on a la clé de l'énigme, voyons comment ça marche en pratique. Comment on passe d'une croyance un peu naïve à une véritable opération intellectuelle. Et on arrive à la phrase la plus célèbre, la formule qui claque et qui résume tout. Le totémisme n'est pas d'abord un système économique ni une religion. C'est avant tout un système de classification, une logique, un outil intellectuel pour organiser le monde social. Les espèces animales ne sont pas choisies parce qu'elles sont utiles matériellement, mais parce qu'elles sont utiles intellectuellement. Elles sont bonnes à penser. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple, en 3 étapes. 1. On observe une différence nette dans la nature.
disons entre une espèce qui vit en haut des arbres et une qui vit sous terre. 2. On a 2 clans distincts dans notre société. 3. On plaque ce système de différence sur les clans. Le clan des cimes s'oppose maintenant au clan des racines. Et voilà, on a utilisé la nature pour créer une structure sociale qui a du sens. Et tout ça nous amène à une dernière question. Est-ce que cette façon de penser est vraiment si primitive, si lointaine? Ou est-ce que, sans même s'en rendre compte, on ne ferait pas exactement la même chose tous les jours? Réfléchissez-y une seconde. Quand on parle des taureaux et des ours à Wall Street, personne ne pense que les traders optimistes ont un ancêtre bovin. Non, on utilise l'opposition entre un animal qui charge tête baissée vers le haut et un autre qui frappe de sa patte vers le bas pour penser 2 tendances opposées du marché. Pareil pour les faucons, partisans de la ligne dure, et les colombes, plus pacifistes. C'est exactement la même logique à l'œuvre. L'important, ce n'est pas l'animal lui-même, c'est le système de différence qui nous permet de créer. C'est ça qui les rend aujourd'hui comme hier si bons à penser.